Salut, bonjour, bienvenue à tous, fidèles à notre notre Croix de Neuf sur Zouk TV, l'émission que vous aimez et qui aborde des sujets de société, mais également des sujets de culture, de musique, comme vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons parler littérature. J'ai à mes côtés Arlette Pujard. Arlette, bel bonjour. Bonjour, bonjour. comme nous, bonsoir, comme nous. Bel bonjour. Alors, Arlette Pujard non connu à la Martinique, etc. On passe à des sportifs également, etc. Alors là, on va parler d'une production littéraire qu'elle a débutée. Tu as commencé à écrire réellement depuis quel nombre d'années? Ça t'est venu de qui? Tu as des parents qui écrivent? Non, tout simplement d'une belle rencontre. Une rencontre avec Pierre Pinali, Oui. tout simplement, qui un jour, où je travaille avec lui sur un dossier, m'a parlé de mon accent du Sud. Et j'ai eu à lui raconter mon histoire familiale. Et là, il m'a dit, c'est une très belle histoire, tu devrais écrire ça. Et je lui ai dit, mais je ne suis pas écrivain. Et il m'a dit, on n'est pas écrivain, on le devient. Il faut prendre un bic et un papier. Alors j'ai souri, puis je lui ai dit, oui, mais il faut avoir un style particulier. Et il m'a dit, ton style littéraire, c'est comme ta façon de marcher, ta façon de sourire. Chacun a son propre style personnel. Ouais, une déclaration à peine voilée, ça, oui. Et tu forges son style toi-même. Et c'est comme cela qu'il m'a indiqué un concours de nouvelles. Il m'a incité à participer à ce concours de nouvelles pour me donner envie d'écrire. J'ai fait ce concours de nouvelles, j'ai remporté le premier prix. Et à partir de là, il m'a dit, prends la nouvelle, fais-en un roman. Alors justement, le genre, tu as parlé d'un concours de nouvelles, des petites histoires qu'on raconte, des fois sur des événements, je sais pas moi, sortant même du paranormal, des histoires d'amour aussi, pourquoi pas. La nouvelle, est-ce que c'est... Parce que tout le monde croit qu'on peut écrire des nouvelles comme ça. C'est facile, ça, comme Non, style? la nouvelle, il faut que d'abord elle soit réduite. Il y a un format pour la nouvelle. Et il faut une entrée en matière. Il faut un corps de la nouvelle et une chute surtout. Il y a un schéma, quoi. Ouais. C'est la chute qui est importante. Quand on termine la nouvelle, il faut avoir la chute. Ouais. On peut terminer une nouvelle avec un poème, mais ce n'est pas une nouvelle, il faut une chute. Ouais. Ça se travaille tout simplement. Donc c'est un genre littéraire, mais justement ces fameuses nouvelles, est-ce que tu les as publiées? Alors, ça t'est venu à la tête à un certain moment? Une nouvelle que j'ai écrite, une seule nouvelle, qui a fait l'objet de mon roman Vinivande. Ah, voilà. Donc Vinivande à l'origine c'était une nouvelle. C'était une nouvelle qui s'intitulait Une journée dans la boutique de ma grand-mère. Ouais. Alors ton parcours, on sent l'accent du Midi, ça vous avez compris qu'elle a vécu dans le Midi de la France. Et alors là, justement ton parcours, tu es moitié Martinique, moitié Midi, où est-ce que tu as séjourné? Oui, alors j'ai grandi à Marseille tout simplement. Oui. Et je venais en vacances tous les 2 ans avec ma famille. Ça m'a permis d'avoir un lien tous les 2 ans avec la Martinique. Et j'ai adoré évidemment la Martinique. J'ai eu envie d'y rester. Mes parents m'ont dit, attends d'avoir ton bac au moins et tu reviendras. Voilà. Ouais. Et ma grand-mère avait une boutique au Terre Saint-Ville, donc je passais mes vacances à la boutique. Et puis j'ai aimé mon pays tout simplement. Et j'ai toujours considéré que là-bas, c'était pas chez moi. Alors justement, Arlette, il y a la littérature, la nouvelle littérature. Lorsqu'on te parle de littérature antillaise, évidemment, on pense au patron, Aimé Césaire, à ces gens-là, Glissant, etc. Et puis, il y a une vague progressive avec Chamoiseau, avec Confiant. Et puis là, maintenant, on sent que c'est prolifique. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent. À quoi tu expliques tout ça? Cette mutation. Avant, c'était destiné à une... Je crois que les Martiniquais se sont rendus compte qu'ils ont des capacités, ils ont des talents et qu'ils mettent à profit. Auparavant, on attendait sur les autres qui écrivent pour nous. Écrivait notre propre histoire pour nous. Aujourd'hui, il y a eu un déclic et tout le monde s'est aperçu qu'on pouvait aussi écrire quand on avait des choses à dire. Quand on écrit, c'est qu'on a quelque chose à dire. Voilà. Quelque chose qui vient des tripes, qu'on a envie de déverser. On a envie aussi d'essaimer aussi. Et il y a de la littérature, mais aussi de la fiction. Il y a de la poésie, beaucoup de poésie à Martinique aussi. Il y a beaucoup de gens, l'association que j'ai co-créée avec Sabine Andrivon-Milton et Jala le prouve. Nous sommes plus d'une 50aine d'auteurs. Alors, auteurs jeunesse, auteurs adultes, auteurs fiction, poésie, bande dessinée, même les jeux de Sabine Andrivon-Milton. Mais oui, donc on voit, nous sommes prolifiques. Non, mais ça vous donne une sorte de synergie qui crée une dynamique et qui met en même temps... Il y a de la place pour tout le monde dans la culture et chacun a son style. Chacun son style. Donc il y a le style Chamoiseau, le style Confiant, le style Fanon. Il y a des essais aussi, des essais politiques. Beaucoup écrivent des essais politiques aussi. Je me suis essayée également. Mais je crois qu'il y a un thème qui sort. Et on a envie de s'exprimer sur ce thème-là. Et puis le public connaît de nouvelles têtes, il voit des gens, etc., qui découvrent. Il n'y a pas de complexité dans ça. Lorsque vous vous déplacez, l'affluence, c'est pas sur Confiant ou bien sûr. Parce que quand tu es un jeune auteur, que tu regardes ça, tu te dis, ah, pas à venir encore. Mais j'ai envie de dire, il faut débuter un jour. Confiant a débuté un jour. Je me souviens quand il écrivait uniquement en créole, il n'avait pas beaucoup de lecteurs.
Oui, oui, oui. Voilà. Tu te rappelles son premier roman, La Bitacoa. Voilà. Il a été obligé de le traduire, ça donne mon petit Et quand il s'est ouvert au français, ben, il a eu beaucoup plus de lecteurs. Ouais. Donc, petit à petit, l'auteur aussi forge son style. Patrick Chamoiseau a écrit un premier livre, un deuxième, un troisième et tout, et chaque fois, il évolue dans son écriture. C'est comme quand on apprend la pâtisserie. On fait un premier gâteau, il n'est pas au moins réussi. On fait un deuxième, un troisième, puis le gâteau est parfait ensuite. C'est comme ça aussi en littérature. Moi, Pierre Vinali m'a dit une chose importante que j'ai gardée toujours en mémoire, c'est celle-ci. Quand on écrit, à un moment donné, on sourit quand on écrit. Ouais, ouais. Il y a une part de toi, de ton satisfaction. Et l'épanouissement. Quand on arrive à sourire, quand on écrit, c'est gagné. Ça veut dire que le lecteur va sourire aussi. Quand il m'a dit ça, j'avoue que j'y ai pas trop cru. Je me suis dit, est-ce que je serais capable, moi, de sourire de ce que j'écris ? À un autre niveau, ça. Et un jour, effectivement, quand j'ai écrit Vinivonne, un soir très tard, j'ai écrit quelque chose qui m'a rappelé des souvenirs et j'ai souri. Et je me suis dit, ben oui, il a raison. Ça t'a rappelé quelque chose. J'ai dit, il a raison, Pierre Pinali, il a raison, effectivement. Et ça, je l'ai gardé en moi. Et je me suis dit que ce n'est pas une corvée d'écrire, c'est d'être un plaisir. On prend plaisir à écrire, on prend plaisir à révéler ses émotions. Et c'est ça la littérature pour moi. Pour moi, voilà. Pour toi. Donc c'est une approche, quoique, enfin j'ai travaillé dans des CDI pendant quelques temps, tu sais que la lecture maintenant, ça, on ne va pas dire que c'est passé de mode, mais les gens préfèrent le visuel, l'audiovisuel. Enfin, là, je te parle de la jeunesse. Oui, oui. Est-ce que la jeunesse s'intéresse à la lecture ? Oui, les jeunes lisent. Ils lisent différemment. Ils vont lire sur des tablettes. Ouais. Des tablettes de lecture. Ouais. Ils vont lire sur un téléphone portable, mais ils lisent. Et je crois que quand on a compris les apports de la lecture, eh bien on lit, tout simplement. Ouais. Quand on sait que la lecture développe la mémoire, la lecture développe l'imaginaire, la créativité, eh bien on lit. On lit. Mais on disait que de notre temps, il y avait des niveaux de littérature, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, tu as entendu parler de ces trucs-là, mais c'est un petit peu naïf tout ça. Aujourd'hui, on a appris le décès de Maryse Condé. Maryse Condé, oui, aujourd'hui, j'ai vu ça sur tous les réseaux. Quand on lit les ouvrages de Maryse Condé, on sourit. Si tu bats, on sourit parce que sa littérature nous ressemble. Sa littérature exprime ses propres émotions. Elle se moque d'elle-même. Elle dit par exemple dans un ouvrage qu'elle n'était pas très jolie quand elle était jeune, voilà, et que sa sœur était beaucoup plus jolie par exemple. Elle se livre aussi. On se déshabille quand on écrit aussi. Mais toi, est-ce que tu t'es par exemple, quelqu'un comme Gisèle Pineau, qui a commencé assez tôt, c'est une littérature assez intéressante. C'est intéressant aussi, voilà. Il y a des ouvrages aussi qui sont très durs, où l'expression de l'auteur... Il y a des niveaux quand même dans le est très dur aussi. Voilà. Brival. Voilà. Alors, premier roman, Vinivonne, etc. On entre dans le quotidien martiniquais, les petites boutiques, en Guadeloupe, il y aura des petits loulous, etc. Les petites boutiques où c'est un commerce de proximité. Tout le monde connaît tout le monde en quartier, tu as les carnets, etc. Ça t'a beaucoup inspiré, cette proximité qu'on retrouve encore jusqu'à maintenant dans les quartiers. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de la boutique elle-même, des anecdotes autour de la boutique, j'ai voulu aussi provoquer chez le lecteur une réaction à la question comment consommons-nous aujourd'hui ? Comment mangeons-nous aujourd'hui ? Cette réaction, parce que dans la boutique, il faut dire que nos grands-parents ne jetaient rien. Ils ne jetaient rien. La consigne, on gardait les pots de yaourt, on gardait les bouteilles en verre, on consignait, on ne jetait pas. Et par exemple, les pots en plastique où on recevait la margarine, on prenait des morceaux de margarine comme ça, on lavait bien le contenant et on le donnait aux meilleurs clients. Bon, donc il y avait cet aspect-là. Les sacs de farine France, on lavait les sacs de farine France, on mettait à sécher, on faisait des robes, trois trous, des pantalons, des toiles aussi pour les bateaux. On dit les marins pêcheurs. Donc, on ne jetait rien. Les vêtements, on les mettait sous le matelas. Quand on parle aujourd'hui de recyclage, mais nos grands-parents recyclaient déjà. On croit qu'on a inventé des choses, on n'a rien inventé. Nos grands-parents le faisaient avant nous. Ils avaient une conscience déjà de ce qui était bon pour eux aussi. Mais tu m'avais souri à un certain moment, par exemple, lorsqu'on envoyait l'enfant acheter de l'huile, par exemple. Ma maman a dit d'envoyer une mousse d'huile, en huile, même le rhum, en rôti, rhum, tu vois, et tu avais des mesures, on te servait en détail, quoi. Et on ne jetait rien. On avait besoin de 2 bâtons d'allumettes. De bâtons d'allumettes, c'est tout, on a acheté ça, voilà. Alors là, on va arriver à ce qui nous intéresse particulièrement, on va consacrer une grande partie de l'émission à ça, le lycée Schellcher. Arlette décide à un certain moment, non, c'est un élément symbolique de la culture martiniquaise, d'ailleurs la jaquette sera à l'antenne là maintenant, le lycée Schellcher, c'est venu de quoi? Des amis? Ton mari qui a été élève? Mon époux en premier parce qu'il a été élève interne, on en a toujours parlé.
Et le jour où on a démoli l'internat, il était debout devant le lycée, presque les larmes aux yeux, regardé, l'internat détruit. Et j'ai vu d'autres personnes avec beaucoup d'émotions aussi devant le lycée, et je me suis dit, il y a un truc à faire là. Voilà. Ouais. Il y a une transmission à ça t'avait jamais interpellé comme si non, d'écrire sur le lycée, non. Ménil. D'écrire sur le lycée, non. Et puis j'ai demandé à mes collègues de la bibliothèque Solcher de me faire la liste des écrits sur le lycée Solcher. Et quand ils m'ont remis la liste, il y avait très peu de choses. Voilà, très peu de choses. Sauf un ouvrage de Tony Delcham, mais qui était plus axé sur la politique de l'époque, les relations entre mulâtres, nègres, béquets au lycée, que le lycée lui-même de l'intérieur. Et quand j'ai vu quelques éléments seulement qui existaient, je me suis dit, bon, il y a un truc à faire là. Et je me suis mis à rechercher des éléments aux archives, à la bibliothèque Solcher aussi, et puis les grands témoins. Les grands témoins comme Alain Cadoré, par exemple. Par époque. Voilà, par Alain Cadoré, par exemple. Et puis, d'ami en ami, on m'a dit, va voir un tel, va voir un tel. C'est comme cela que j'ai constitué mon environnement de témoignages. Et le Covid est arrivé, malheureusement. Je ne me suis pas... Pendant le Covid, tu as travaillé quand même. Et pendant le Covid, je me suis dit, bon, si je ne peux pas aller voir les gens chez eux, je vais téléphoner. Et j'ai fait des entretiens par téléphone. Armand Nicolas, par téléphone. Raymond Robinel, à Paris, par téléphone. Beaucoup de personnes comme ça par téléphone. Et puis, j'ai constitué au fur et à mesure mes témoignages. Et j'ai enrichi, j'ai envie de dire, mes recherches. Et petit à petit, l'ouvrage a commencé à prendre corps. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et j'ai été surprise par la réaction de certaines personnes qui m'ont dit « Mais moi, je n'étais qu'un petit au lycée Solcher. Pourquoi tu veux mon témoignage ?» Et j'ai répondu, mais je ne vais pas parler que des illustres personnages comme Césaire, Glissant, Fanon, etc., René Ménil. J'ai dit, je veux parler aussi de ceux qui ont fait le lycée. Ceux qui ont fait le lycée, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc j'ai interviewé tout le monde. Et j'ai eu, par exemple, la fille de M. Jalta, qui m'a dit, ah mais non, mais moi, je ne peux rien vous dire. Il faut interroger les grands professeurs. J'ai dit, non, je veux aussi votre histoire. Vous avez fait partie du lycée aussi. Et elle m'a très gentiment accordé un entretien. Ils ont des choses à raconter. Monsieur Médouze, Père Jalta, Monsieur Médouze. Monsieur Médouze, voilà. Et les voisins aussi. J'ai interviewé des voisins aussi du lycée. La Corniche. Voilà. En bas, il y avait la boutique là. Tout à fait. Et puis j'ai eu énormément de témoignages. Alors bien évidemment, comme je suis en lien avec les élus, les hommes politiques, beaucoup de maires ont été élèves au lycée. Donc j'ai eu beaucoup de témoignages de maires. Par exemple, Édouard Jean Élie. Et puis d'élèves qui sont devenus professeurs par la suite. Donc j'ai pu constituer comme ça mes témoignages. Et j'avoue que j'ai appris énormément sur la Martinique elle-même. Alors il y a un élément très important, on voit des classes là qui défilent, on va vous décrire tout ça, mais on comprend également, mais le lycée Solcher, qui est représenté comme une élite, etc., est-ce que dans la population, tu n'as pas senti un petit complexe vis-à-vis des gens? Parce que c'est comme si c'était une fierté. Moi, j'étais au lycée Solcher, mais où? Oui, alors quand j'ai interrogé certaines personnes, j'ai demandé à certaines personnes, tu étais au lycée? Les gens m'ont dit, ah non, j'ai voulu y rentrer, malheureusement, je n'ai pas été acceptée. Et ça a été pour moi une difficulté toute ma vie. J'ai dû aller ailleurs, et ça a été une difficulté. Mon frère y est entré, même pas moi. J'ai senti qu'il y avait quand même... parce qu'il y avait un numéro clausus à l'époque, donc très peu d'élèves de communes pouvaient y entrer. Des fois, c'est 2, 3 élèves à peine. Tu as compris qu'il y avait un filtrage. Tout à fait. Il y a une partie des élèves qui entraient en 6e, il y a une autre partie, c'est en seconde qu'ils arrivaient. Donc, et puis, il y a eu les premiers élèves qui ont, eux, fait la maternelle, les enfantines, dans le petit lycée à l'époque, et qui m'ont raconté qu'ils sont rentrés à l'âge de 4 ans, et sont ressortis quand ils avaient des fois 20 ans, au niveau du bac. Et leur vie, c'était le lycée. Voilà. Et certains m'ont dit que quand ils sont revenus professeurs dans le lycée, c'est une autre émotion. Une autre émotion, c'est d'entrer comme élève. Parce qu'aujourd'hui, ils passaient derrière le oui, tu dis le boulot, c'est deux positions différentes. Et monter sur l'estrade, surtout. Parce qu'à l'époque, avec l'estrade, oui, mais je suis bien placé. Je te parlais lors de la présentation, nous étions 43 ou 40 dans une salle. Il y a des élèves qui étaient assis sur l'estrade. Voilà, tu vois. Donc c'est quand même toute une histoire, c'est toute une symbolique, mais ça crée des liens d'amitié. Alors là, on a parlé de ça. Au lycée, c'est toutes les communes qui sont là. Je descends à Saint-Luc, j'ai des amis. Je vais à Grand-Rivière, j'ai des amis, etc. Est-ce que ça, c'est important? Oui. Alors c'était un certain brassage aussi. Brassage culturel, parce que les enfants de communes apportaient aussi leur culture aux enfants de la ville. Et souvent, ils dansaient le ballet, ils savaient jouer au tambour, parce que les enfants de la ville ne savaient peut-être pas faire encore. Donc, ils avaient une connaissance aussi, parce qu'ils avaient élevé des cochons, élevé des poules avec leurs parents. Ils arrivaient forts de tout ça au lycée. Les enfants de la campagne, le complexe campagne rurale, ville, etc. Et puis, il fallait rattraper son retard. Beaucoup m'ont dit qu'ils parlaient beaucoup créole dans leur famille, chez eux, et ils n'avaient pas 3 repas par jour.
Ils avaient souvent un seul repas. Et arrivés au lycée, eh bien, ils apprenaient à avoir le petit déjeuner, le le dîner. Et ils apprenaient aussi la rigueur, c'est-à-dire se lever tôt, se lever tôt le matin, aller prendre sa douche, aller en études du matin, préparer ses cours et aller après voir le professeur. Et il fallait réussir parce que les parents comptaient sur eux aussi. Et puis, des fois, toute la commune comptait sur eux. S'il y avait un seul enfant d'une commune qui est entré au lycée, toute la commune vivait... Mais les copains de la commune t'attendaient le samedi quand tu montais, Michel. Ça fait belle, voilà. Tu ne savais pas de la jalousie, mais en même temps, tu te sens fier. Beaucoup d'espoir aussi. Alors, on va remontrer la jaquette du roman. Il est sorti, mesdames et messieurs. Donc, depuis un bon moment, ça fait un bon moment, un mois. Regardez. Alors, les réactions que tu as eues, on va pas dire des critiques en Martinique, j'aime pas tellement ce mot-là, enfin des gens qui ont eu l'occasion de lire, d'apprécier, qu'est-ce qu'on t'a... Déjà, ceux qui ont témoigné attendaient cette sortie. Ça fait un moment, hein. Depuis 3 ans. Le nombre de fois que j'ai été téléphoné pour te demander. Depuis 3 ans, attendez. Certains m'ont même dit, je pensais que tu avais abandonné. Voilà. Alors j'ai dit non, j'ai pris le temps de peaufiner. Mon éditeur m'a dit, tu as un diamant dans les mains, il faut le tailler. Donc j'ai pris mon temps pour le tailler. Et puis, ma difficulté a été d'élaguer certains témoignages parce que le volume était important. Le livre fait 400 pages, 380 pages et 20 pages d'annexes. Donc mon éditeur m'a dit, il faut vraiment le réduire. Donc ma difficulté, ça a été ça. Et beaucoup à dire, il fallait faire des choix. Et j'ai fait des choix. J'ai fait des choix d'organiser le livre de façon à ce qu'il puisse être lu. C'est ça, tu vois, c'est une nouvelle construction, c'est des témoignages, c'est pas une trame, c'est pas un roman qui est linéaire, ça c'est des thématiques sur des trames bien particulières. C'est comme un documentaire. C'est comme un documentaire. Mais j'ai voulu partir de l'ouverture du lycée à sa fermeture pour travaux. Parce que certains ne connaissent pas du tout ce qui se passait avant. Certains ne savaient pas que le lycée était d'abord à Saint-Pierre. Oui, avant la catastrophe. Oui. Le vieux lycée à Saint-Pierre, sur la route qui va à France-Denis, à droite. Voilà. Donc, certains ont beaucoup appris des générations précédentes. Les jeunes aujourd'hui que j'ai rencontrés au lycée, dans la scène du lycée, étaient surpris d'apprendre qu'il y avait la Seine-Charlemagne, la fête qui était réservée aux meilleurs élèves. Certains ont appris, par exemple, qu'il n'y avait pas d'uniforme dans le lycée, alors qu'aujourd'hui il y a un uniforme pour les lycéens. Et les enfants, ils entraient au lycée avec souvent leur costume de communion, première communion. Voilà. Les grands pantalons, c'est la première fois que avec un trousseau pour les numéros d'internat. Les internes, et les mamans et les sœurs brodaient le nom, le prénom. Le numéro aussi. Et puis chacun avait un numéro matricule à l'internat, qui gardait pendant toute la scolarité. Et puis tu as remarqué également qu'au lycée, il y avait quand même ceux qui voulaient se distinguer, les vedettes du lycée. Ça passait soit même pas par les études, surtout par le sport, mais fallait avoir un talent quelconque. Et puis il y avait les matheux, vraiment les génies, quoi. Et puis, tu as remarqué que c'était une... Oui, et puis il faut dire que comme les enfants marchaient à pied, souvent, ils étaient en forme physique, en bonne forme physique. Donc en sport, il y avait des talents en sport, effectivement. Et puis il faut dire aussi que cela tenait de la personnalité des professeurs d'éducation physique. C'était vraiment l'élite aussi en sport. Quand on avait Claude Caillol, Serge Son, M. Barclay, M. Kelch, on ne pouvait que réussir en sport. Voilà. Et ce sont des personnages qui ont guidé aussi les jeunes vers le sport. Certains sont devenus des champions parce qu'ils avaient ce modèle-là aussi. Non, mais le sport était sacré, et puis tu avais quand même les sports assus. L'association universitaire, les rendez-vous du mercredi, c'était le jeudi avant, au stade du Achille, c'était quelque chose de entre tous les lycées, des fois même. Et puis, il y a l'aspect aussi, j'ai envie de dire, plus lié à l'écriture, où les lycées ont créé des journaux. Yves-Marie Serraline me racontait comment il a eu à créer La Bombe, comment il a eu à s'entourer de camarades au lycée pour écrire des articles, et comment ils ont fait circuler ce journal dans toutes les communes de la Martinique. On a eu aussi des concours d'écriture de poésie, et des fois au niveau national. Les élèves avaient des prix. Les meilleurs devoirs étaient affichés sur la porte des études. Sur la porte du parloir, puisque le parloir, c'est la première rencontre que tu fais quand tu montes, parce que c'était au moment où vous étiez absent, M. Timon, et on affichait ça sur le parloir, avec M. Bueno, Sohim. Donc, tu vois, Et puis, il y a aussi, par exemple, il y avait une infirmière au lycée,
qui était une dame qui avait une poitrine généreuse. Et comme les enfants n'avaient que des garçons au début, quand ils étaient un peu tristes, à 10 ans, quand ils ont quitté sa maman, Voilà, et tout, on est un peu triste, ils voulaient tous aller à l'infirmerie pour se mettre dans les bras de l'infirmière. Ouais. Oui, Et il y a eu oui. des anecdotes de ce type. Et puis il y a des jeunes qui m'ont dit que quand ils sont arrivés à l'internat, Ouais. c'est la première fois de leur vie qu'ils dormaient dans un lit. Ouais. On ne se rend pas compte, mais c'est ça. Et quand ils ont vu le matelas, ils ont eu envie dans la nuit de tirer le matelas par terre Et de pour le dormir, mettre de dans le la- mettre par terre. Ils se sont dit que les copains allaient se moquer d'eux. Ouais. Et puis plus grands, quand ils ont évoqué ça, leurs camarades, les camarades ont dit, mais moi aussi j'étais comme toi, j'avais envie de mettre le matelas par terre. Voilà. Alors, là, nous allons parler d'une expérience également qu'on a pu constater dans ça. Le lycée, au départ, c'était des garçons. Et puis, il arrivait des filles, alors qu'elles passaient dans la cour, il n'y avait pas beaucoup de filles, hein. Il y avait à peine une dizaine de filles, c'était des scientifiques en plus. Alors, c'était le mais c'est foutant en forme. Hein. Est-ce que tu as eu des Oui, anecdotes sur oui. ça aussi? Et puis, l'arrivée des filles. à ce moment-là, les garçons mettaient de belles chemises et puis oui, se bah, coiffaient. bah, À l'époque, il y avait le stif, là, pour étaler les cheveux. Oui. On mettait du parfum, on volait le parfum des copains pour se présenter. Et puis surtout, la drague était intéressante parce que c'est une drague de poésie. Ah oui, Voilà, on oui, cherchait oui. des belles phrases Des mots pour doux, pour épater les filles. Ouais. C'était pas venu ici. Ah, non. Je vous ai remarqué depuis un moment. Je vous ai suivi des yeux. La fille ne sait même pas ça. Hein. Et puis, on utilisait un livre qui s'appelait, je crois, Le Secrétaire, je crois. Oui. Et on piquait des phrases dans ce livre-là oui. pour écrire aux filles. Les photos romans, et on ouais. envoyait les petits de 6e billets doux, quoi. porter des billets doux aux filles. Et souvent, les petits prenaient une calotte à la place du grand. Bon, alors là, sans prétention aucune, on a vu pas mal de documents. Et le lycée qui est rénové. Le nouveau proviseur, M. Marmot, évidemment, j'ai vu qu'il a préfacé. Etc. Oui. Quelle a été sa réaction? C'est toi qui lui as demandé de préfacer le bouquin, évidemment. Oui. Il était un petit peu... Ah non, il était ravi parce qu'il a été élève, bien évidemment. Oui. Et après, de faire son entrée dans le lycée tout neuf en plus, un proviseur dans un lycée tout neuf, c'est magnifique. Et il a beaucoup de projets pour ce lycée et il entend bien en faire un lycée d'excellence. Ah ben oui. Il a vraiment une ambition pour ce lycée. Ouais. Et d'ailleurs, dans sa préface, il dit vraiment que lycée Seulcher, son nom résonne dans la mémoire martiniquaise comme une séculaire litanie spalmodier. Ouais. Ça veut tout dire. Mais là, tu vois, l'image de façade que tu as mis, qu'on peut repasser, quand tu arrives dans la baie de Fort-de-France, tu sais que le lycée Cherchia, c'est un élément déterminant du paysage. Le mont Noubérou, c'est le pont qui domine. Oui. Et le lycée avec sa silhouette jaune là, à Oui. l'époque. Donc déjà, tu vois, là, ce qu'on voit là maintenant, regarde. Oui, là, oui, là, oui. Et là, celui qui est de la mer, il est déjà interpellé. Oui. Ça t'a pas fait, enfin toi peut-être pas, mais ça m'a touché un petit peu qu'on a rénové. Tu vois, c'est une part du patrimoine qui est inscrit déjà dans nos mémoires qui s'en va. Oui. Le professeur a parlé de ça ou bien toi-même tu as... Oui, alors j'ai évoqué effectivement l'aspect patrimonial du lycée. Il faut dire qu'à l'époque, c'était vraiment un bâtiment de prestige. Ah ben oui. Dans toute la Caraïbe. Même architectural aussi. Oui, dans toute la Caraïbe. Voilà. Et la manière dont les plateformes ont été amenées, la manière dont les persiennes ont été dispensées dans le lycée, faisait qu'il faisait frais. C'était ventilé. C'était ventilé. Il n'y avait pas c'est de l'architecture climatisation. mondiale, enfin, comme les grandes... Voilà. Il y avait une orientation. Et il fallait traverser des coursives pour rejoindre notre bâtiment. Quand on regarde l'intérieur du lycée, c'était tout simplement magnifique. Magnifique. Et puis la vue sur la baie. Et les enfants passaient leur temps à regarder cette baie de Fort-de-France. Et on avait l'impression, m'ont dit les plus âgés, l'impression que le lycée faisait un clin d'œil au Fort Saint-Louis qui était en face. Exactement. Voilà, on va dire quand même, on arrive à la fin de l'émission. Le roman, il est déjà dans pratiquement toutes les librairies de Martinique. Alors les gens commencent à atteindre. Mais tes signatures officielles, tu as déjà commencé, je suppose. J'ai commencé déjà, mais rendez-vous le 6 et 7 avril prochain, samedi et dimanche, à Rivière-Pilote, à la foire artisanale et culturelle, où je serai à la disposition de mes lecteurs. Et puis, qu'on soit ancien ou pas du lycée, le lycée appartient à tout le monde, il appartient à la Martinique. Parce qu'il y a des gens qui vont découvrir aussi qui ne connaissaient pas cette réalité-là, tout ce qu'on vient de dire là. Oui. Donc, je serai là à Rivière-Pilote. Et puis ensuite, le 13 avril prochain, j'organise un brunch au restaurant Brédas, où les anciens pourront côtoyer les nouveaux élèves du lycée actuel et également les anciens professeurs, parce que beaucoup sont perdus de vue. Tu as encore des témoins de gens, tu as invité Voilà, sont perdus de vue. Donc rendez-vous le 13 avril aussi chez Brédas à Saint-Joseph. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez compris que là, nous avons maintenant un outil fondamental, on va dire, qui a été écrit par Arlette Pujard. Donc, je salue ce travail, un travail de longue haleine. Ça t'a pris combien de temps exactement avant qu'on termine 3 ans. 3 ans.
pour retrouver des témoins, pour retrouver des preuves, pour retrouver des documents. Il y a une grande partie iconographique dans le roman. Donc c'est un roman à avoir absolument. Lycée Schellcher, Arlette Puvard. Tchébéren.